Mon nom c'est Abdoulaye Ndiaye. Aujourd'hui, je suis vieux, si vieux que même le vent semble me parler du passé. J'ai vu le soleil se lever et se coucher sur cette terre pendant plus de 100 ans. Mais il fut un temps où je me suis éloigné de ce village. Pas pour cultiver nos champs, pas pour suivre les anciens. J'ai quitté Tiowor pour une guerre que je ne comprenais pas, une guerre des Blancs. Assis ici, sous cet arbre, les souvenirs me reviennent. La poussière des tranchées, le froid qui mord les os, les cris d'hommes que je ne comprenais pas. Je suis l'un des derniers à avoir vu cela, à l'avoir vécu. Et aujourd'hui, alors que mes forces m'abandonnent, je veux raconter cette histoire, non pas pour moi, mais pour mes petits-enfants. Pour que le monde n'oublie pas. Mon histoire commence ici, sous ce même acacia, dans un village que beaucoup ont oublié. Mais bientôt, elle vous emmènera à travers les océans, dans des tranchées boueuses, jusqu'au champ de bataille d'une guerre que l'on appelle aujourd'hui la Grande Guerre. C'est une histoire d'honneur, de douleur et d'injustice. C'est l'histoire des tirailleurs sénégalais, les oubliés de l'histoire. Dans mon village, Tiowor, la vie suivait son cours. Les saisons rythmaient nos journées, la saison des pluies pour cultiver, la saison sèche pour réparer nos toits de paille. Nous vivions simplement, entourés de nos familles, de nos traditions et de nos croyances. Je n'avais jamais vu la mer, encore moins ces blancs dont on parlait parfois à la ronde. Mais tout a changé le jour où ils sont arrivés, ces hommes au visage pâle, portant des vêtementés que nous trouvions étranges. Ils ne parlaient pas notre langue, mais ils commandaient avec une assurance que nous n'avions jamais vue. Je devais avoir une dizaine d'années la première fois que j'ai vu un blanc. C'étaient des commerçants. Ils venaient pour nos arachides, nos terres et notre obéissance. Ils parlaient de la France, ce pays lointain dont personne ici ne savait rien. Nous écoutions leurs discours sans comprendre, mais nous savions une chose, leurs paroles faisaient loi. Avec le temps, ils ne se contentaient plus de nos produits. Ils voulaient nos hommes. Ils disaient que la France avait besoin de nous, que nous devions rendre ce qu'elle nous avait donné, les lumières de la civilisation, disaient-ils. Mais quelle lumière avait changé nos vies? Rien ici n'avait changé, sauf leur demande. Un jour, ils sont venus avec leurs soldats, des Africains comme nous, mais vêtus comme eux. Ils ont convoqué les chefs et exigé des hommes. Chaque village devait envoyer ses fils pour servir la France. Ceux qui refusaient voyaient leurs champs brûlés, leurs familles punies. Chez nous, la peur était partout. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Mon oncle, un homme noble et fier, avait été capturé. Les colons l'accusaient de ne pas avoir livré d'hommes. J'étais jeune, mais je comprenais ce que cela signifiait. Si personne ne se présentait, il ne sortirait jamais de prison. Alors, j'ai pris sa place. Pas par courage, non. Par devoir. C'est ainsi que nous vivions. Protéger les anciens, honorer la famille. Quand je suis monté dans ce camion pour Louga, je savais que je ne reverrais peut-être jamais Tiowor. Ils nous ont emmenés à Louga, où nous devions passer une visite médicale. Ceux qui semblaient forts et robustes étaient choisis, les autres rejetés comme des bêtes inutiles. J'ai vu des amis pleurer, certains fuir, mais ils étaient vite rattrapés. On nous a donné des uniformes, des bottes trop grandes et un fusil que nous ne savions pas encore utiliser. Ils nous parlaient de gloire, de médailles, de terre à cultiver une fois la guerre finie. Mais nous savions au fond de nous que ce n'était que des promesses vides. Pourtant, que pouvions-nous faire? Nous étions déjà enchaînés, non pas par des fers, mais par leur pouvoir. Le jour de mon départ, ma mère pleurait en silence. Mon père, lui, regardait le sol, incapable de me dire au revoir. Les femmes chantaient des prières pour nous protéger, mais nous savions tous que beaucoup ne reviendraient pas. C'est ainsi que j'ai quitté Tiowor, sans savoir si je reverrais un jour ces terres rouges où j'avais grandi. Nous avons marché pendant des heures, fatigués mais silencieux. Certains pleuraient discrètement, d'autres murmuraient des prières. Lorsque nous sommes arrivés à Dakar, je n'avais jamais vu un endroit aussi bruyant, aussi animé. Les bateaux étaient énormes, comme des monstres de fer qui flottaient sur l'eau. Je me suis demandé, est-ce que l'on reviendra jamais? Ils nous ont poussés dans les entrailles du bateau. Il faisait sombre, il faisait chaud, et l'air était lourd de peur et de sueur. J'entendais des langues que je ne comprenais pas. Pour la première fois, je me suis senti seul, vraiment seul. Le bateau s'éloignait du port, et avec lui,
mes espoirs de revoir ma famille un jour. Après des jours en mer, nous avons enfin vu la terre. Mais ce n'était pas chez nous, c'était un endroit inconnu. Au Maroc, on nous disait que nous étions là pour pacifier, mais pacifier quoi? Nous étions simplement des outils, des soldats sans nom. Les nuits étaient froides, et les prières des mosquées me rappelaient mon village. Je me demandais, pourquoi suis-je ici, à combattre des gens qui me ressemblent? Quand nous avons quitté le Maroc, le froid a commencé à nous atteindre. La mer était agitée, et beaucoup d'entre nous étaient malades. Nous ne savions pas où nous allions, mais les officiers nous répétaient que nous allions protéger la France. Ce mot, France, semblait si grand, si lointain. Nous n'avions jamais vu ce pays, mais nous étions prêts à mourir pour lui. Marseille était une ville comme je n'en avais jamais imaginé. Les bâtiments étaient si hauts qu'ils cachaient le ciel. Les gens nous regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Certains venaient toucher nos mains, comme pour vérifier si notre peau était réelle. Mais à peine avions-nous mis pied à terre que les ordres fusaient. Pas de repos, pas de répit. Nous étions ici pour obéir. Ils disaient que nous devions parler leur langue pour survivre. Alors ils nous apprenaient quelques mots, avance, feu, halte. C'était suffisant pour nous transformer en armes vivantes. Chaque jour, nous courions, nous tirions, nous creusions. Nous étions préparés, non pas à vivre, mais à tuer et à mourir. Nous n'étions pas des hommes à leurs yeux. Nous étions des chiffres, des matricules. On nous comptait, on nous inspectait, mais personne ne demandait nos noms. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pour eux, nous étions des outils, rien de plus. J'ai serré les dents et accepté, parce que je n'avais pas le choix. Le jour où nous avons pris le train pour le nord, le froid était mordant. Nous étions serrés, silencieux, et chaque kilomètre nous éloignait un peu plus de ce que nous étions. Le paysage était beau, mais tout ce que je voyais, c'était un horizon rempli de guerre. Nous allions au front, mais nous ne savions pas ce que cela signifiait vraiment. Quand nous sommes arrivés au front pour la première fois, c'était en août 1914, en Belgique. J'avais été enrôlé quelques mois auparavant, et je faisais partie des premières vagues de tirailleurs sénégalais envoyés pour soutenir les troupes françaises face à l'avancée allemande. Je n'avais jamais vu la mort d'aussi près. Le premier cadavre que j'ai vu, c'était une femme avec un enfant dans ses bras. Leur regard vide me hantait, même quand je fermais les yeux. Nous étions jeunes, pleins de peur et de questions, mais nous n'avions pas le choix. La guerre était là, et nous devions y faire face. C'est là, en Belgique, que j'ai été blessé pour la première fois. Une balle m'a touché à la jambe. La douleur était vive, mais on n'avait pas le temps pour la faiblesse. Les infirmiers sur le champ de bataille m'ont fait un bandage sommaire, et j'ai continué à me battre. Pour eux, nous étions des outils, pas des hommes. En 1915, après une période de convalescence, j'ai été réintégré et envoyé aux Dardanelles. Cette campagne était différente, mais tout aussi meurtrière. Un vendredi, jour sacré pour nous musulmans, on nous a ordonné d'attaquer une position ennemie perchée sur une montagne. Beaucoup de mes camarades ont refusé dans leur cœur, mais les ordres étaient clairs, avancer ou mourir. J'ai vu des hommes prier et pleurer, sachant qu'ils allaient au-devant de leur faim. La montagne était jonchée de corps au crépuscule, et le silence après la bataille était plus terrifiant que les explosions. En 1916, nous avons été déployés sur le front de la Somme, au sein du 7e régiment de tirailleurs sénégalais. Quand nous sommes arrivés près des tranchées, le sol était noir de boue, et l'air était saturé d'une odeur que je n'avais jamais connue. Un mélange de sang, de poudre et de pourriture. Nous creusions constamment, des tombes pour nous-mêmes et pour nos ennemis. Les nuits étaient glaciales, et les jours semblaient interminables. Nous étions loin de nos champs de mil et des champs du village. Ici, tout était mort ou mourant. Les tranchées étaient pleines de rats, de boue et d'hommes brisés. On m'avait dit que nous étions là pour défendre la France, mais tout ce que je voyais, c'était un enfer. Je me souviens particulièrement de mon camarade Madamba Ramata Gueye, originaire d'un village voisin du mien. Il a été tué d'une balle au visage alors qu'il construisait une meurtrière. Avant de partir pour le front, sa femme avait préparé un couscous à l'arachide pour lui, et elle s'était effondrée en pleurs lorsqu'il avait quitté la maison, comme si elle savait qu'elle ne le reverrait jamais. Un jour, alors que je tirais sur l'ennemi, une balle a glissé sur mon casque et m'a ouvert le front. Le sang coulait dans mes yeux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, mes camarades mouraient.
Chaque jour, la guerre me prenait quelque chose, un ami, une partie de mon âme, mais je devais continuer. À l'hôpital où j'ai été envoyé après cette blessure, une femme française, très belle, m'a proposé de casser Coco avec elle. Mais je portais mes gris-gris, mes talismans protecteurs, et je savais que si je cédais, ils perdraient leur pouvoir. Alors j'ai refusé. Elle m'a regardé avec incrédulité et m'a traité de fou, mais j'avais mes raisons. Les Allemands, eux, croyaient que nos gris-gris nous rendaient invincibles. Ils les arrachaient au corps de nos camarades tombés, pensant s'approprier notre courage. La peur était toujours là, comme une ombre. La nuit, elle se glissait dans les tranchées. Le moindre bruit faisait bondir nos cœurs. Quand les bombes éclataient, tout s'effaçait, le courage, les ordres, même la prière. Il ne restait que l'instinct de survie. Nous étions leurs soldats, mais pas leurs égaux. Les Blancs mangeaient mieux, dormaient mieux et recevaient des vêtements chauds. Nous, les tirailleurs, étions laissés dans la boue avec des chaussures trop grandes et des vêtements qui ne nous protégeaient pas du froid. On disait que nous étions une force de la nature, mais même la nature a ses limites. En juillet 1916, lors d'un assaut à Assevillers, une balle m'a de nouveau blessé, cette fois à la tête. La douleur était insoutenable et je fus évacué vers un hôpital à Saint-Raphaël. Là-bas, j'ai découvert une autre France, une France qui mangeait à sa faim, qui riait et qui semblait s'y éloigner de la guerre. Je me suis demandé pourquoi nous, les Africains, devions saigner pour protéger un pays qui ne nous voyait même pas comme ses égaux. Verdun, les Dardanelles, la Somme. Ces noms, je ne les oublierai jamais. Ce sont des endroits où j'ai laissé des morceaux de moi-même, où j'ai vu des amis tomber, où j'ai appris à survivre malgré tout. Mais c'est aussi là que j'ai vu le courage et la solidarité de mes frères d'armes. Nous n'avions rien, mais nous avions les uns les autres. Quand je suis rentré chez moi, rien n'avait changé, mais tout semblait différent. Les champs étaient toujours là, le soleil brillait, et les enfants couraient pieds nus. Mais moi, j'étais un autre homme. Mon cœur portait les cicatrices de la guerre, et mes yeux ne pouvaient plus voir la beauté de mon village. Personne n'a fêté mon retour. Pas de chant, pas de prière. On m'a simplement dit « Va au champ. La saison des récoltes approche. » J'ai compris ce jour-là que ce que j'avais vécu n'avait aucun sens pour eux. La guerre n'existait pas ici. On nous avait promis des terres, des médailles et une pension pour subvenir à nos besoins. Mais quand j'ai réclamé ma pension, on m'a donné des miettes. 30 ans après la guerre, j'ai reçu ma première compensation, à peine assez pour acheter du riz pour ma famille. Ceux qui avaient combattu avec moi, mais qui étaient nés en France, recevaient beaucoup plus. J'ai compris alors que nous étions des soldats, mais jamais leurs égaux. Je ne parlais pas de la guerre. À quoi bon? Personne ne comprenait ce que nous avions vécu. Les jeunes du village ne savaient même pas où se trouvait la Somme ou Verdun. Les anciens m'écoutaient parfois, mais leur regard disait tout. C'est fini. Retourne au champ. Alors j'ai gardé le silence, laissant les souvenirs me ronger de l'intérieur. Ils appelaient cela la cristallisation. Les pensions des soldats africains étaient figées, comme si nos vies valaient moins que celles des Français. Je recevais à peine de quoi nourrir ma famille, alors que j'avais saigné pour eux. Nous étions leurs égaux sur le champ de bataille, mais pas dans leur bureau. Un jour, des Français sont venus dans mon village. Ils ont parlé de gratitude, de sacrifice, et m'ont donné une médaille. Une médaille, comme si elle pouvait effacer tout ce que nous avions perdu. Ils ont pris des photos, souri, puis ils sont repartis, nous laissant avec nos problèmes et nos questions sans réponse. Cheikh Diop, petit-fils d'Abdoulaye Ndiaye, est devenu le gardien de la mémoire de son grand-père. Pendant des heures, il écoutait les récits de cet homme qui avait tout sacrifié pour une guerre qui ne lui appartenait pas. Inspiré par ces histoires, Cheikh a décidé de porter cette voix au-delà de Thiawor. Après la mort de son grand-père, Cheikh entreprit de faire reconnaître les injustices subies par les tirailleurs sénégalais. Abdoulaye Ndiaye est mort le 10 novembre 1998, à la veille de recevoir la Légion d'honneur. Ce symbole d'ironie marquait la fin d'une vie passée dans l'oubli et le dénuement. Alors qu'il choisissait son boubou pour la cérémonie, il rendit son dernier soupir, laissant son petit-fils avec la responsabilité de transmettre son héritage. Le lendemain de sa mort, l'ambassadeur de France visita Thiawor pour déposer la médaille sur sa tombe fraîchement creusée.
L'ambassadeur remit à la famille une somme de 50 000 francs CFA, environ 76 €, une somme symbolique comparée aux années de service et de sacrifice d'Abdoulaye. Pendant des décennies, Abdoulaye n'avait pas su qu'il avait droit à une pension. Ce n'est qu'en 1949, grâce aux anciens tirailleurs revenus de la Seconde Guerre mondiale, qu'il apprit qu'il pouvait demander une pension d'invalidité et une pension d'ancien combattant. Cependant, en vertu du principe de cristallisation, sa pension était figée au montant des années 1950, soit 340,21 francs par mois. Ce montant était une injustice flagrante, largement inférieure à celle perçue par ses homologues français. Cheikh était révolté par ces détails et par la manière dont son grand-père avait été traité. Il écrivit une lettre au président français, rappelant les promesses non tenues, les sacrifices oubliés et l'écart immense entre les pensions des soldats français et des tirailleurs africains. Malgré les réponses standardisées et les refus administratifs, Cheikh continua de se battre. Il trouva un allié improbable en la personne du colonel Maurice Rive, un ancien combattant français passionné par l'histoire des tirailleurs. Ensemble, ils mobilisèrent des réseaux en France pour faire avancer leur cause. L'un des principaux objectifs de Cheikh était la construction d'une route pour son village, Thiawar, une promesse faite par les autorités françaises. Après des années de correspondance et de réunions, cette promesse devint réalité. La route de Thiawar fut enfin construite, symbole tangible du combat d'Abdoulaye et de son petit-fils. Cheikh ne s'arrêta pas là. Il parcourut des écoles, des universités et des conférences, racontant l'histoire de son grand-père et de milliers de tirailleurs sénégalais. Pour lui, la mémoire était une arme contre l'oubli. Son message touchait les jeunes, rappelant l'importance de reconnaître les sacrifices passés pour bâtir un avenir plus juste. Abdoulaye Ndiaye était plus qu'un soldat pour Cheikh, il était un symbole de courage, de résilience et de dignité. Aujourd'hui, son nom est gravé dans la pierre, et son histoire continue d'inspirer ceux qui la connaissent. En voyant les enfants courir sur la route de Thiawar, Cheikh savait que le combat de son grand-père avait porté ses fruits. La mémoire d'Abdoulaye vivait à travers chaque pierre de cette route, rappelant que l'histoire ne doit jamais être oubliée. Abdoulaye Ndiaye était un homme ordinaire qui a vécu une vie extraordinaire. Mais plus encore, il est devenu un symbole. Un symbole de courage, de sacrifice et de résilience face à l'injustice. La route de Thiawar n'est pas qu'un chemin. Elle est la preuve qu'un homme, même oublié par ceux qui l'a servi, peut laisser une trace indélébile. Chaque pierre, chaque mètre de cette route raconte l'histoire d'Abdoulaye et de milliers de tirailleurs sénégalais qui ont donné leur vie pour une cause qui n'était pas la leur. L'histoire d'Abdoulaye Ndiaye ne s'arrête pas à Thiawar. Elle traverse les continents, rappelant à la France et au monde entier les dettes qu'ils doivent à ceux qu'ils ont trop longtemps oubliés. Parce que la mémoire n'est pas seulement une affaire individuelle, elle est un devoir collectif. À travers son histoire, Abdoulaye nous laisse une leçon. L'injustice peut être combattue, la mémoire peut être préservée, et même les voix les plus silencieuses peuvent résonner à travers le temps. Son combat nous rappelle que chaque génération a une responsabilité, celle de se souvenir et d'agir pour un monde plus juste. Je suis Abdoulaye Ndiaye. Ma guerre est finie, mais mon histoire continue, portée par ceux qui refusent l'oubli. Aujourd'hui, mon village est relié au monde, et ma voix résonne encore. Que la mémoire de mon sacrifice éclaire les générations à venir.